de suite, partons à la découverte du rooibos, le thé rouge d'Afrique. Le soleil vient de se lever. Les ouvriers agricoles sont déjà dans les champs. La température va bientôt monter au-dessus de 40 degrés. Nous sommes en février. En Afrique du Sud, c'est le cœur de l'été et la période de récolte du rooibos. Le rooibos ou thé rouge est la nouvelle boisson à la mode. Les amateurs sont de plus en plus nombreux depuis quelques années, en particulier en Allemagne, et ils sont exigeants. Le laboratoire de Rooibos Limited, premier producteur et exportateur sud-africain de thé rouge, entretient donc une escouade de goûteurs pour lesquels on prépare une théière fraîche tous les matins. Emmenés par Martin Berg, directeur de Rooibos Limited, les testeurs s'apprêtent à accomplir leur rituel quotidien. Ils hument, dégustent et lapent à grand bruit pour mieux servir la clientèle. Chaque arrivage de thé rouge est noté. Le rooibos est une infusion parfois appelée thé rouge. Son goût est naturellement sucré car, à la différence du vrai thé, il contient peu de tanins, responsables de l'amertume. Et comme il ne contient pas non plus de théine, on peut en consommer sans modération. Rooibos Limited fournit 90% de la consommation mondiale. Si vous faites partie des amateurs de thé rouge, celui que vous buvez a toutes les chances de provenir de cette usine. Martin Berg a une idée très précise de ce qu'il faut pour faire un bon rooibos. On note les différents rooibos en fonction des caractéristiques qu'on recherche. Pour la saveur, c'est un bon goût de noisette, très typique. Pour la couleur de l'infusion, c'est un rouge profond et limpide. Enfin, pour la couleur des feuilles séchées, c'est un rouge brique uniforme. Mais pour ce chef d'entreprise, le rooibos est bien plus qu'un simple gagne-pain. Quand il parle de la plante, le lyrisme le gagne. Le rooibos est une plante absolument unique. Elle fait partie de ce qu'on appelle le royaume floral du Cap occidental, mais pousse en fait uniquement à Clanwilliam. C'est la seule terre au monde où on la trouve. C'est donc une plante très rare, qui en plus vit dans des conditions extrêmes. Travailler sur une plante sans équivalent dans le monde est déjà un défi et une joie en soi. Le Cap. C'est d'ici que le rooibos est expédié dans le monde entier, mais avant tout vers l'Allemagne, le Japon et les Pays-Bas. À 250 km au nord du légendaire Cap de Bonne-Espérance, s'étend le pays du rooibos. Cette région, située au pied du massif du Cederberg, est la seule au monde à réunir les conditions nécessaires à la croissance de la plante. Été chaud, hiver pluvieux et sol sablonneux, contenant un mélange particulier de minéraux. Clanwilliam, une bourgade de 6000 habitants, est le centre de la région de production de rooibos. Les exploitations sont disséminées dans un rayon de 100 km. Les immenses taches rouges des terrasses en béton sur lesquelles on fait sécher le thé se voient de loin.
Mais avant d'être un thé rouge, le rooibos est un arbuste vert cultivé sur des plantations très étendues. Willem Engelbrecht possède l'une des plus grandes exploitations de rooibos du pays. Sa production annuelle atteint 250 tonnes. Il inspecte régulièrement ses plantations, dans lesquelles il a grandi, pour ainsi dire. Mon grand-père a acheté la ferme en 1956. Ma famille y vit donc depuis près de 50 ans. J'ai un lien particulier avec le rooibos. J'y suis très attaché. Dès l'âge de 2 ans, je jouais autour du champ de séchage. Le rooibos est un produit dans lequel on peut mettre beaucoup de soi-même. C'est comme le vin. On est impliqué dans toute la chaîne de production, de la récolte au conditionnement. On s'investit énormément dans le produit. Et quand on boit une tasse de bon thé, on ressent une grande satisfaction. L'exploitation de Willem Engelbrecht s'étend sur 1500 hectares. On n'y circule qu'en 4x4. C'est le seul moyen de ne pas s'enliser. Il n'a pas beaucoup plu l'hiver dernier. Willem Engelbrecht est inquiet. La récolte sera-t-elle assez importante pour couvrir la forte demande? Un peu partout dans la plantation, des arbustes ont crevé. Voici un buisson rouge mort qui est intéressant. Le rooibos a un système de protection très particulier. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de feuilles mortes par terre. C'est en se débarrassant de ces feuilles que la plante lutte contre la sécheresse. Si ça ne suffit pas, elle finit par crever. Elle s'enroule alors sur elle-même et forme un buisson rouge caractéristique. C'est de là que vient son nom. Littéralement, rooibos signifie buisson rouge. Mais aussi rouge soit-il, ce buisson-là ne se transformera plus jamais en infusion. Les premiers colons ont pénétré dans les vallées qui s'étendent au pied du Cederberg en 1660. La plupart étaient des boerennes, des paysans venus des Pays-Bas. Les vallées étaient alors peuplées par les Khoi et les San, que les colons baptisèrent Bushmen. Aujourd'hui, les forêts de cèdres qui ont donné leur nom aux hommes et aux montagnes environnantes ont depuis longtemps disparu. Mais de magnifiques peintures rupestres témoignent encore de la vie quotidienne des premiers habitants des vallées. Frédéric Johannes Strauss, un médecin de Clanwilliam, sait décrypter quelques-unes des peintures les mieux conservées. Ici, on voit 3 figures féminines qui ont l'apparence typique des fans Bushman. Les fesses sont très rebondies, mais le reste aussi. Toutes ces rondeurs indiquent une période faste. Ça devait plutôt bien aller pour elles à l'époque. Les Khoi ont été les premiers à faire infuser des aiguilles de rooibos pour obtenir une tisane. En 1904, Benjamin Ginsberg, un émigrant russe issu d'une famille de négociants en thé, observe des Khoi en train de préparer une infusion de rooibos. Curieux, il goûte la boisson et lui trouve un petit goût fruité très savoureux. C'est ainsi qu'il deviendra le premier négociant en rooibos. Mais il y a un hic. À l'époque, personne n'a encore réussi à cultiver le rooibos. C'est un défi que va relever le docteur Peter Lefras-Nortier, qui fait de la botanique en amateur et que Ginsberg rencontre à Clanwilliam dans les années 30. Le docteur Strauss est l'arrière-petit-fils du docteur Nortier. Il a appris de la bouche de son aïeul lui-même la solution au casse-tête du rooibos. Le problème est que si on prend une graine de rooibos et qu'on la met en terre, il ne se passe rien. Quelque chose dans la nature fait germer la graine. Mais à l'époque,
On ne savait pas ce que c'était, et d'ailleurs, je crois qu'on ne le sait toujours pas. Ce qui a valu à mon arrière-grand-père le surnom de père du rooibos, c'est qu'il a mis au point une méthode permettant de forcer l'éclosion de la graine pour qu'elle germe. À partir de là, on a pu récolter des graines dans la nature, les planter dans une petite pépinière, puis les repiquer dans un champ. C'est comme ça qu'on s'est mis à cultiver le rooibos. Avec cette invention, les graines de rooibos deviennent un produit recherché et leur cueillette une activité d'autant plus lucrative, principalement pour les coilles, que de minuscules ouvrières les déchargent d'une bonne partie du travail. Certaines fourmis rapportent les graines dans leur fourmilière et on les collecte directement dedans. Le sol de la région est trop sablonneux pour qu'on puisse trouver des graines au pied des arbustes. Plus au nord, vers Newtville et Van Rindorp, le sol est moins sablonneux. On a moins de mal à en trouver. Il suffit de ramasser tout ce qui traîne sous les arbustes et de le mettre dans un baquet d'eau. Les petits cailloux et le sable tombent au fond et les graines surnagent. Il n'y a plus qu'à les repêcher et à les nettoyer. Aujourd'hui, la méthode du docteur Nortier a depuis longtemps fait place à un procédé plus moderne, qui consiste à traiter chimiquement l'écorce des graines avant les semailles. Mais en l'honneur du père du rooibos, on a donné à l'espèce la plus cultivée le nom de Roxland nortiera ou Retinortiera. Dans les pépinières, les graines se transforment en jeunes pousses qui seront repiquées dans les champs au bout de 6 mois. Il faudra encore attendre la première floraison, 18 mois plus tard, avant de pouvoir les moissonner à la faucille. Rert Paulze adore les pigeons. Tous les week-ends, il laisse sortir les siens. Il aime les voir tournoyer dans le ciel, s'éloigner, jouir de leur liberté, puis revenir au bout de quelques heures auprès de celui qui les nourrit. Rert et Louise, son épouse, vivent à la ferme de Willem Engelbrecht. Leur fille Gertrude a 6 ans. Tous les matins, à 6h30, elle prend le bus pour l'école de Clanwilliam. Sa mère est enceinte de 7 mois. Cela fait maintenant 8 ans que la famille vit ici. Rert est salarié de l'exploitation. Il gagne environ 1000 rand par mois, soit 120 €. La paye n'est pas mirifique, mais elle couvre leurs besoins et leur procure une sécurité financière. Rert et ses collègues bénéficient également de l'assurance maladie pour eux et leur famille et touchent une fois par an 5% des bénéfices de l'exploitation. La maison de Rert fait partie d'un petit lotissement construit à proximité de la ferme de Willem Engelbrecht. Rert et Louise reversent 10% du salaire à l'employeur pour le loyer, l'électricité et l'eau. Louise, j'ai oublié ma faucille. Ça aurait été dommage, d'autant que le champ n'est pas tout près. Sans faucille, Rert n'aurait pas pu moissonner et n'aurait rien gagné aujourd'hui. En période de récolte, soit de janvier à avril, Rert n'est plus payé au mois, mais au kilo de rooibos moissonné. Pour lui, ça veut dire un revenu multiplié par 2 pendant ces quelques mois.
Pour son employeur, c'est la garantie que les ouvriers ne lambineront pas et que la récolte sera moissonnée dans les temps. Rert est d'autant plus satisfait de cet accord que son rendement est excellent. Au début, à la ferme, j'ai commencé par couper du bois. Ensuite, j'ai travaillé avec mes frères aînés. On a appris à cultiver et à moissonner le rooibos. Depuis que je sais le couper, ma vie s'est améliorée. Les plus rapides, comme Rert Paulze, peuvent faucher 1000 kilos par jour. Cela leur rapporte près de 100 rands, soit 1 euro de l'heure. Les gestes des moissonneurs doivent être très précis. C'est vital pour leur employeur. S'ils fauchent trop haut, la récolte sera maigre. S'ils fauchent trop bas, l'arbuste aura du mal à repousser. On coupe l'arbuste à 300 ou 400 mm. Celui-là a été coupé l'année dernière à ce niveau. Ensuite, on le laisse grandir de 50 mm environ, puis on le retaille. C'est comme ça qu'il se régénère. Cette année a été très sèche, d'où la maigreur des arbustes. Celui-là est un des plus gros du champ, mais quantité d'autres ont crevé à cause de la sécheresse. Le rooibos peut donner 5 récoltes. Ensuite, il perd de sa vigueur et finit par crever. Après avoir arraché ou brûlé les pieds morts, le champ est labouré et mis en jachère. Au bout de 2 ans, le sol s'est reconstitué. On repique de nouveaux plants et le cycle de moisson recommence. Pour éviter que les branches coupées ne se dessèchent, on les ramasse tout au long de la journée et on les achemine le plus rapidement possible vers la ferme. Sur les 3 chaînes parallèles de la ferme de Willem Engelbrecht, les ouvriers poussent les branches vers les broyeurs. C'est la première étape de transformation de l'arbuste vert en thé rouge. Les branches et les aiguilles sont découpées en copeaux de 2 mm de long, puis broyées. On obtient alors une sorte de pâte grossière. La taille et la texture des feuilles broyées sont sans cesse contrôlées. C'est primordial pour l'étape suivante, c'est-à-dire la fermentation, au cours de laquelle les substances de la plante vont se transformer sous l'influence d'enzymes et de l'oxygène contenu dans l'air. La pâte verte fermente en monticules de 20 cm directement sur le champ de séchage. Peu à peu, elle acquiert sa couleur rouge et son parfum caractéristique. Les ouvriers n'ont pas une minute de répit. Le thé déjà sec qui repose à côté des amas de rooibos en fermentation doit être brossé puis ramassé. À la différence du théier, l'arbuste à rooibos a un faible taux d'humidité. Il faut donc arroser les monticules pour garantir une bonne fermentation. La fermentation dure environ 12 heures. Il faudra attendre le lendemain pour savoir si le thé obtenu est de qualité ordinaire, supérieure ou exceptionnelle. 18 heures. La journée de travail des moissonneurs est terminée. Rert Paulze va retrouver sa femme, sa fille et ses pigeons. Demain, c'est samedi. Il ouvrira la cage aux oiseaux.
Le lendemain matin, pour Wilhelm Engelbrecht, c'est l'heure de vérité. Il va savoir si la récolte d'hier a donné un bon thé. Selon la température et le parfum des feuilles broyées, il va décider d'arrêter ou non la fermentation. Pour faire du bon vin, il faut du bon raisin. C'est la même chose pour le rooibos. Si à la base, le produit n'est pas bon, on aura du mal à obtenir un bon thé. Malgré cela, la fermentation peut sauver ou au contraire ruiner un produit. Si la température de la masse en fermentation est trop basse, le thé n'aura pas beaucoup de goût. S'il est trop élevé, il aura un petit goût aigre. La température de fermentation du rooibos joue donc un rôle essentiel dans la qualité du produit fini. Cette masse-là répond aux exigences. Wilhelm est satisfait. Pour stopper la fermentation, un tracteur à cultivateur retourne le rooibos fumant. En même temps, il disperse le rooibos sur le champ de séchage en couches aussi fines que possible. L'étape suivante, c'est le soleil brûlant de l'été africain qui s'en chargera. D'ici à ce soir, il aura éliminé quasiment toute trace d'humidité dans le thé. Plus le rooibos sera sec, meilleur il sera. Depuis toujours, Martin et Yola Berg sacrifient avec plaisir au rituel quotidien de rooibos. Ils ont quasiment grandi avec. Si Martin Berg est PDG de Rooibos Limited, le premier producteur et exportateur sud-africain de thé rouge, il est aussi le plus gros cultivateur de rooibos. Son grand-père, Olof Berg, a été le premier à se lancer dans la culture maraîchère de rooibos avec l'aide de Benjamin Ginsberg et du docteur Nortier. Aujourd'hui, le thé rouge fait vivre toute la région. Il y a environ 300 cultivateurs de rooibos. Chacun emploie une quinzaine d'ouvriers agricoles en moyenne. Ça fait 4500 ouvriers au total, qui chacun font vivre 4 à 5 membres de leur famille. Soit 20 000 personnes en tout. Ça, c'est pour les plantations. Après, il faut ajouter les usines de traitement comme Rooibos Limited. Disons qu'on emploie 120 à 130 personnes. Si on ajoute les autres usines, on doit arriver à un total de 300 salariés qui, eux aussi, font vivre plusieurs personnes. Le rooibos joue donc un rôle vital dans l'économie de Clanwilliam. Clanwilliam est une des 10 villes les plus anciennes d'Afrique du Sud. Les premiers colons s'y sont installés il y a 280 ans. Aujourd'hui, c'est une jolie bourgade possédant plusieurs églises, restaurants, cafés et commerces. Agression, vol, meurtre, ici on ne connaît pas. Dans un pays ayant un taux de chômage de 50%, c'est plutôt rare. Mais Clanwilliam est relativement préservé. On ne compte que 20% de chômeurs. À l'époque de la moisson, on embauche même des ramasseurs saisonniers venus d'autres régions. L'usine de Rooibos Limited est située en bordure de la ville. Ces immenses champs de séchage rouge se reconnaissent de loin. C'est le plus grand centre de traitement du rooibos de la région. Les cultivateurs ne possèdent pas tous leur propre champ de séchage. Certains livrent donc les branches de rooibos telles quelles.
C'est ici qu'elles seront broyées, mises à fermenter, séchées, puis ramassées. En période de récolte, de janvier à avril, Martinberg réceptionne également plusieurs camions par jour de thé prêts à être conditionnés. Rooibos Limited produit 10 000 tonnes de thé rouge par an. 4 000 tonnes sont vendues sur le marché intérieur et 6 000 partent à l'exportation. Depuis la fin de l'apartheid en 1993 et la levée de l'embargo qui pesait sur l'Afrique du Sud, les exportations de rooibos ont quasiment quadruplé. À elle seule, l'Allemagne engloutit près de la moitié de la production totale. Rooibos Limited est une entreprise privée qui achète la production de la plupart des cultivateurs de la région. Près de 90% du rooibos cultivé sont transformés ici, avant d'être vendus aux grossistes. Le mélange de différentes sortes de thé permet de livrer aux grossistes des produits qui correspondent exactement à leurs besoins. On passe maintenant au tamisage du rooibos. D'énormes appareils vont aussi bien éliminer les copeaux trop gros que les particules trop fines. On obtient ainsi, selon ce qu'on recherche, soit un thé épais qu'on vendra en vrac ou un thé plus fin qu'on mettra en sachet. Avant-dernière étape, un jet d'air chauffé à plus de 100 degrés détruit tous les germes. Une fois stérilisé, le thé rouge est conditionné en sac de 20 kg. C'est sous cette forme que la majeure partie de la production quittera l'usine. Le kilo de thé produit à Clanwilliam se vend entre 2 et 3 euros. Les consommateurs européens le paient 10 fois plus cher. Ce sont les importateurs qui dégagent les plus gros bénéfices en conditionnant et en étiquetant le thé rouge. Rooibos Limited propose également des boîtes de sachets de thé étiquetés. C'est un service qu'il rend aux grossistes qui ne veulent pas gérer eux-mêmes cette étape, préférant profiter de la main-d'œuvre bon marché de Clanwilliam. Rooibos Limited ne vend rien sous sa propre marque pour éviter de faire de la concurrence à ses clients. Ce sont aussi les grossistes européens, asiatiques ou américains qui assurent le transport du thé rouge du pays producteur jusqu'au rayon des magasins. Sur le plan économique, Rooibos Limited et les habitants de la région dépendent entièrement d'eux. Sur le plan affectif, le rooibos est cher au cœur des Sud-Africains. Il fait partie de notre culture. C'est un produit typique de notre pays qui ne pousse nulle part ailleurs au monde. Les Sud-Africains en sont très fiers. Scolarisation, alimentation suffisante, sécurité. Ces minima sont déjà acquis pour la plupart des enfants de Clanwilliam. Tous les mardis, Yola Berg passe prendre les enfants de son personnel devant la porte de l'usine de son mari pour un entraînement de course à pied. Yola a transmis sa passion de la course d'endurance aux enfants qui ne rêvent plus que d'une chose, devenir des professionnels. En Afrique du Sud, les coureurs sont aussi adulés que les footballeurs chez nous. Are you ready? Go! Mais pour devenir célèbres ou même simplement participer à des compétitions nationales et internationales, les enfants doivent être membres d'un club. À Clanwilliam, c'est Yola Berg qui est présidente du club de course et Rooibos Limited qui règle la cotisation de certains enfants. Le mardi, l'entraînement est ouvert à tous. On court 3 ou 5 kilomètres. Pour Yola, c'est un moyen de déceler les jeunes espoirs. Certains peuvent avoir un avenir dans la course, surtout les plus jeunes.
avant qu'ils ne grandissent, se marient et fondent une famille. On fonde beaucoup d'espoir sur le petit là-bas et sur l'autre là avec un t-shirt blanc qui a fait les 3 kilomètres. Il pourrait aller loin. Si ça se confirme, on fera tout pour les y encourager. Malgré la fin de l'apartheid, les gens de couleur, comme ils s'appellent eux-mêmes, restent en marge de la société. Les Blancs détiennent toujours 96% des terres cultivables de l'ouest du pays. Sud-Bokefeld est situé à l'extrême nord de la région du Rooibos, à 1 heure de route de Clanwilliam. 14 hommes et femmes noirs y ont créé la coopérative Highveld en janvier 2001. Dans leur genre, ce sont des pionniers, les premiers Sud-Africains de couleur à se lancer dans la culture du Rooibos. Beaucoup avaient travaillé auparavant comme ouvriers agricoles. Aujourd'hui, la coopérative regroupe 25 familles de paysans. Elle produit du Rooibos 100% biologique, sans engrais ni pesticides chimiques. La moisson est communautaire. Les familles passent de champ en champ jusqu'à ce que toute la récolte soit fauchée. La première phase de transformation se fait à la main, avec des outils et selon des méthodes ancestrales. Les tiges de bambou, les balais en brindilles et les râteaux en bois remplacent les brosses mécaniques, les cultivateurs et les souffleries. Berry Kopman transforme le Rooibos en thé rouge. De son savoir-faire dépend la qualité de la production de Highveld. Voilà à quoi ça doit ressembler une fois qu'on l'a tamisé et qu'on a retiré les particules trop fines et tout ça. La méthode artisanale avec les balais et les tiges est très importante parce qu'elle permet de donner du travail à beaucoup de gens. Si on utilisait des machines, on aurait besoin de 2 ou 3 personnes seulement pour moissonner. En optant pour la méthode artisanale, on fait vivre beaucoup plus de monde. Toute ma famille et tous mes amis travaillent ici. Pour nous, c'est une vraie bénédiction. Et puis, le travail communautaire permet d'accomplir beaucoup de choses sans trop de peine. On plante le Rooibos, on le laisse mûrir et on boit le thé. Les branches de Rooibos sont broyées mécaniquement à la coopérative. Avec une production de 40 tonnes de thé rouge par an, il est exclu de le faire à la main. La coopérative commercialise elle-même ses produits à l'étranger via les réseaux de commerce équitable. Une fois encore, l'Allemagne est le principal acheteur. Mais cette fois-ci, ce sont les cultivateurs noirs qui empochent la majeure partie des bénéfices. Bottes de caoutchouc et brouettes. Les paysans mettent le Rooibos à fermenter sur le champ de séchage. Leur accoutrement peut surprendre, mais c'est une mesure d'hygiène. Ces bottes, qu'on ne porte que sur le champ de séchage, évitent de souiller le Rooibos. L'arroseur s'appelle Koos Kopman, c'est le frère de Berry. C'est maintenant qu'intervient le tracteur de la coopérative, lui aussi réservé au champ de séchage. Équipé de pneus spéciaux, il pressure la pâte de manière à mélanger parfaitement le suc de la plante à l'eau. Des bâches étanches fixées sous son plancher évitent toute fuite d'huile ou d'essence qui pourrait gâter le Rooibos. Koos Kopman et ses collègues retournent ensuite la purée de Rooibos pour assurer sa fermentation.
Pour faire un bon thé rouge, il faut suivre la bonne méthode. Avant, on utilisait un tracteur à cultivateur pour retourner le rooibos. Mais ce n'était jamais bien fait. Les copeaux du bas restaient en dessous. Du coup, quand on a lancé notre propre affaire, on a opté pour la méthode traditionnelle. On retourne le rooibos à la pelle. Comme ça, on est sûr que les copeaux du bas passent bien en haut. Kos va encore parfois cueillir du rooibos sauvage sur les vastes terres de sa ferme. Le thé qu'il en tire est particulièrement savoureux. Mais cette récolte-là, Kos la broie comme son père et son grand-père, au couperet. L'Afrique du Sud évolue, lentement. Kos Koopman et ses collègues ont franchi un premier cap en créant la coopérative Highveld. Du côté de Clan William, il n'y a que des gros cultivateurs, tous blancs. Quand la nouvelle Afrique du Sud est née, beaucoup de choses sont devenues possibles pour nous. Mais encore faut-il avoir les moyens d'en profiter. Pour se lancer dans l'agriculture et créer sa propre exploitation, il faut avoir un minimum d'instruction. Moi, tel que vous me voyez, je n'ai même pas fini l'école primaire. C'est très difficile pour nous. Mais on avance. Dans le sillage de la coopérative, de nouvelles activités se créent peu à peu. Katrina Dina et Lot Skeppers, par exemple, cousent les sachets en tissu dans lesquels le thé rouge bio est vendu en magasin. Pour les Noirs, majoritaires en Afrique du Sud, Highveld est devenu un modèle et un symbole d'espoir. Peu à peu, ils élargissent leurs compétences professionnelles, retrouvent confiance en eux et se prennent en main. C'est un premier pas vers une véritable égalité des chances. Lot Skeppers est également guérisseuse. Et ce buisson? Ça donne juste une tache de vert dans le paysage. Ça n'intéresse que les moutons. Il les mange? Oui, et ça ne sert même pas aux bêtes. C'est juste du bois. Cette plante soulage les hémorroïdes. Comment elle s'appelle? Le buisson anti-hémorroïde. C'est une baie ou une fleur? Une baie. D'abord, il y a les fleurs, ensuite les baies. Entre les deux, tu as le temps de te reposer ou de réfléchir. C'est contre les maux de ventre? Non, contre les hémorroïdes. Je donnais beaucoup de lait à mon enfant. Un jour, le médecin m'a dit de ne pas lui en donner autant parce que c'était mauvais pour la digestion. Puis, il lui a prescrit du rooibos pour qu'il vomisse moins. En plus, le rooibos donne faim. Il a recommencé à manger et s'est complètement remis. Le laboratoire du Centre de recherche médicale du Cap. Janine Marnevic prépare un thé rouge à but scientifique. On entend beaucoup de choses sur les vertus curatives du rooibos. Il serait anti-inflammatoire, soulagerait les ballonnements, la diarrhée, la constipation, les allergies, les maux de tête, les insomnies, les états dépressifs. Il préviendrait même les cancers. Janine Marnevic et son équipe ont voulu en avoir le cœur net. Depuis 5 ans maintenant, ils étudient les effets du rooibos sur la santé. Au début, on était très sceptiques. On avait entendu beaucoup de choses sur le rooibos et on a souhaité examiner tout ça pour apporter des preuves scientifiques dans le débat.
On a commencé par des essais in vitro, en éprouvette, pour voir si on pouvait déjà identifier quoi que ce soit. Le rooibos a-t-il un effet sur les mutagènes, les agents des cancers par exemple? Eh bien oui. Aussi étonnant que cela paraisse, on a effectivement constaté que le rooibos bloque 90% des mutations de l'ADN. L'équipe est ensuite passée aux essais chez l'animal. Elle a étudié les effets du rooibos sur des rats atteints d'un cancer de la peau. Certains ont été nourris et frictionnés au rooibos tous les jours. Chez eux, comparé aux rats non traités, on a constaté 70% de tumeurs en moins. En outre, les tumeurs restantes étaient moins développées. C'est une découverte pour le moins surprenante, sans compter que Janine Marnevic et son équipe ont obtenu des résultats similaires pour le cancer du foie. Il apparaît également que le rooibos vert non fermenté et le thé rouge possèdent les mêmes vertus curatives. Reste à déterminer le rôle exact de leurs différents composants sur l'organisme. Mais l'objectif de Janine Marnevic n'est pas de mettre au point de nouveaux médicaments à vendre au prix fort. Avec un extrait spécialisé de rooibos, on cible un certain marché, une certaine frange de la population. Ce n'est pas notre objectif. Notre cible, c'est l'homme de la rue, qui n'a pas forcément les moyens de se payer un extrait spécialisé. Nous voulons informer tous les Sud-Africains, ou du moins la majeure partie d'entre eux, des effets exacts de l'extrait naturel de rooibos, c'est-à-dire de la simple infusion. Le rooibos, le thé rouge qui ne pousse que dans cette partie du monde. Désormais, il assure un revenu modeste mais régulier à ce petit bout d'Afrique du Sud. Il a redonné confiance aux cultivateurs noirs de la coopérative Highveld qui se libèrent peu à peu de la tutelle économique des Blancs. Et voilà qu'en plus, on apprend qu'il est bon pour la santé. Il pourrait même bloquer la prolifération des cellules cancéreuses. Décidément, le rooibos est une infusion aux effets secondaires très désirables. On se retrouve demain pour une autre tasse de thé, à la bergamote cette fois. Toute l'histoire de cet agrume, surnommé l'or vert de la Calabre.